Préparez vos voyages avec l'agence Riverain Tour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtel, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverain Tour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverain Tour, 3 rue Frébeau à Pointe-à-Pitre, 0590 91 72 10 et Paris 09 78 80 13 19. À Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverain Tour sera toujours à votre écoute. Guadeloupe, actualité. Et une panne mondiale a lourdement impacté Internet aujourd'hui. Pendant plusieurs heures, des applications comme Facebook, Instagram ou WhatsApp ont été bloquées. On a aussi des banques comme la BNP ou la Banque Postale qui ont connu bug sur bug. Un incident dont l'ampleur est assez inhabituelle. En tout cas, dans le même temps, le Bitcoin, lui, a culminé à 69 000 $ aujourd'hui. Il s'apprête certainement à battre son record, une affaire à suivre. Et note également que la campagne sucrière ne démarre pas. Les négociations entamées entre les autorités, l'usinier et les planteurs n'ont pas été fructueuses. Pour l'État et Gardel, le prix d'achat de la tonne de canne fixé à 120 € par les agriculteurs n'est pas tenable et mettrait en péril la filière. Une fin de non-recevoir qui conduit à une poursuite du mouvement. Retour maintenant sur le conseil communautaire de la CSGC, 28 points étaient à l'ordre du jour, dont l'annulation des 13 millions d'euros de factures d'eau erronées émises par l'ancienne régie, la création d'une société publique Grand Sud Caraïbes et l'ouverture des déchetteries le dimanche. Regardez. C'est des sujets d'importance qui concernent le Grand Sud Caraïbes. Le premier sujet, c'était effectivement l'annulation des factures d'eau pour les particuliers, pour l'ancienne régie de Grand Sud Caraïbes, donc qui concerne les communes de Cap-Esther, Terre de Haut, Terre de Bas, Gourbert, Basse-Terre, Saint-Claude, pour un montant de 13 ou 14 millions d'euros. Donc c'était important puisque il fallait revoir un petit peu cette problématique que nous avions sur le territoire avec des factures qui présentaient des irrégularités, des délais qui sont incompatibles avec les délais qui sont imposés pour la liquidation du budget eau et assainissement. Et donc, il nous a paru, en tout cas, compte tenu que nous avions déjà provisionné ces sommes dans nos comptes, c'était d'annuler pour repartir de plus belle et permettre, en tout cas, qu'il y ait une meilleure visibilité, en tout cas, de la facturation qui est opérée aujourd'hui par le SMGAG, en permettant à ce que tout de pouvoir s'en sortir, quoi. Il y a d'autres sujets, donc des adhésions à des organismes qui accompagnent le Grand Sud Caraïbes, le CAUE, la DIL. Il y a aussi le sujet de la création d'une société publique locale, donc portée par la ville de Bouillante, donc avec le Grand Sud Caraïbes, où certains maires ont fait valoir, ont manifesté en tout cas l'intérêt de participer au pacte d'actionnariat. Donc on va revoir tout ça et donc on avance pour le Grand Sud Caraïbes. Le Grand Sud Caraïbes, c'est 11 communes, de Bouillante à Cap-Esther, en passant par Terre de Haut et Terre de Bas. Ça, c'est la première des choses que je dis, c'est un principe chez moi. La deuxième chose que je dis, c'est que chacune des communes a des potentialités, des atouts pour lui permettre de se développer sans être en concurrence les unes par rapport aux autres, mais être en complémentarité. Et donc, par conséquent, c'est pas parce que je suis le président et maire de la ville de Bouillante qu'il faut voir chaque fois qu'il y a une action qui est portée par le Grand Sud Caraïbes sur Bouillante que c'est une forme de favoritisme à l'égard de mon territoire. Je rappelle que la desserte entre Bouillante et Terre de Bas est inscrite dans le schéma régional des infrastructures de transport, qui est un schéma régional porté par la région Guadeloupe et qui a du sens. L'idée, c'était de permettre de desservir la Côte-sous-le-Vent, et c'est vrai que pour le moment, au niveau de la Côte-sous-le-Vent, le seul endroit où on a les conditions sont propices pour une activité de ce type-là, c'est Bouillante. Alors certains évoquent dans ça là-bas, je rappelle que c'est un site protégé, qui a des niveaux de classement et des contraintes réglementaires qui ne sont pas compatibles avec une activité de cette sorte-là. Donc c'est pour ça que c'est de Bouillante. Pourquoi Terre de Bas? Parce que tout simplement, il s'agit de renforcer la visibilité de Terre de Bas, parce que Terre de Bas est aujourd'hui, en matière de desserte maritime, est considéré comme un satellite de Terre de Haut. Et donc l'idée, c'est de renforcer la visibilité, de pouvoir dire, oui, il y a une manière d'arriver au centre
autrement que sur Terre de Haut, c'est par Terre de Bas. Après, on pourra regagner Terre de Haut pour renforcer cette visibilité-là et renforcer l'attractivité. Et donc, effectivement, les élus ont fini par comprendre que c'est une expérimentation, puisqu'il n'y a pas de concurrence directe. C'est un produit touristique qu'on est en train de proposer, puisque le temps de trajet, j'allais dire, je ne pense pas que les locaux vont utiliser ça comme moyen de déplacement. Donc, c'est un produit touristique à destination d'un public particulier, de capter une autre clientèle pour diversifier et renforcer l'attractivité de notre territoire. Et je les remercie d'avoir compris ça. Sur les déchetteries du Grand Sud Caraïbes, normalement, elles sont ouvertes le dimanche. C'est ce qu'on avait arrêté, en tout cas, c'est ce que j'avais arrêté. Bon, il se trouve que, pour certaines d'entre elles, les heures ne sont pas respectées. Donc, les élus ont évoqué cette situation et ils ont réaffirmé à l'unanimité qu'ils veulent que ça soit ouvert le dimanche. Donc, on reprécisera les choses et d'ici à ce que je communique les horaires définitifs, en tout cas, les déchetteries de notre périmètre communautaire seront ouvertes le dimanche matin. Et de retour sur le plateau, nous sommes en présence de Thierry Abelli, président de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Bonsoir Monsieur Abelli. Bonsoir. Alors un point crucial était abordé effectivement lors de son conseil communautaire, à savoir l'annulation notamment de 13 millions d'euros de factures d'eau pour les administrés de la CASGC. Comment êtes-vous parvenu justement à pouvoir effectuer ce deal, on va dire, entre guillemets ? Alors, c'est pas un deal. J'allais dire que quand je suis arrivé à la tête du Grand Sud Caraïbes en 2020, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une énorme problématique sur la facturation à l'égard des abonnés du Grand Sud Caraïbes. En tout cas, l'ancienne régie Grand Sud Caraïbes qui est composée des communes de Capesterre, Baïf, Courbet, Terre de Haut, Terre de Bas, Baïf, Saint-Claude. Et à partir de là, ça veut dire qu'il fallait prendre conscience qu'effectivement une partie, en tout cas les administrés, les abonnés concernés, étaient lésés. Et donc j'avais pris l'engagement dès 2021, je crois que c'était décembre 2021, de leur dire, écoutez, les factures dites prescrites seront annulées. Et puis on avait fait d'ailleurs, entre 2022 et 2023, une première vague d'annulation, puisqu'on avait fait pour 16 millions d'euros d'annulation, qui comprenait les factures prescrites, puisque celles qu'on avait mises en non-valeur. Et on a poursuivi un petit peu, j'allais dire, on avait un délai pour pouvoir traiter les réclamations. J'avais pris l'engagement de traiter les réclamations. Malheureusement, on n'a pas le temps, puisque la régie a été dissoute, a été liquidée. Et on devait d'abord, d'ici à décembre 2023, clôturer cette régie. Et malheureusement, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens matériels pour instruire toutes ces réclamations, puisqu'on a des milliers au niveau du Grand Sud Caraïbes, puisque tout le monde avait fait des réclamations, à juste titre. Donc on n'avait pas les moyens. Et donc on s'est rendu compte qu'on n'aura pas les moyens d'analyser toutes ces factures. Entre 2020 et 2023, sur 42 millions d'euros de factures d'eau que j'ai retrouvées qui n'étaient pas payées, on a pu faire un encaissement que de 2,8 millions. Ça veut dire qu'on sur 40 millions. 42 sur 42 millions. Donc ça veut dire qu'on encaisse moins d'1 million d'euros par an. Il y a 40 millions, donc ça veut dire qu'il faudrait 40 ans pour pouvoir récupérer ces sommes. Donc le plus simple, c'était de dire, mais voilà, on annule ces factures, on part à zéro. D'autant plus qu'effectivement, la plupart du temps, c'était des usagers qui étaient en grande difficulté sociale. C'est une première chose. Les factures étaient, pour certaines d'entre elles, en tout cas à l'évidence, des factures qui présentaient des irrégularités. Avec des montants astronomiques ? Des montants qui étaient astronomiques pour certaines, puisqu'en fait les facturations étaient faites sans forcément tenir compte de la consommation réelle. Parfois les compteurs n'existent pas, les compteurs ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient, les chiffres ne correspondaient pas. Donc en fait c'était un véritable bordel, excusez-moi le terme. Et donc le plus simple c'était de dire, voilà, puisqu'on n'a pas le temps réglementaire de pouvoir, comme le prévoit la réglementation, de traiter les réclamations présentées par les uns et les autres, on doit assumer cette responsabilité-là. Et le plus simple, c'est de mettre le compteur à zéro. On a pu dégager quelques crédits, puisque la Chambre des comptes nous avait fait faire des provisions sur les recettes. Et donc, le plus simple pour nous, c'était aussi d'annuler, de repartir à zéro. D'autant plus qu'il y a quelques semaines, j'ai été confronté à quelques administrés qui me disaient que sur les nouvelles factures présentées par le CMGAG, pouvaient se retrouver les anciens soldes de l'ancienne régie. Donc ce qui n'apportait pas de la lisibilité, de la cohérence. Et ce qui encourageait d'ailleurs certains à se dire, mais moi je ne comprends rien dans la facture. Donc non seulement je ne règle pas le Grand Sud Caraïbes, mais je ne règle pas non plus le SMGAG. Et donc on est en train de pénaliser la nouvelle structure qui est censée apporter du sens et de la visibilité. Et donc c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Donc c'est un effort conséquent, parce que depuis 2020... Est-ce que votre idée justement de régulariser, de lisser un peu tout ça, travaille les autres élus ?
Écoutez, moi, vous savez, depuis 2020, je rencontre de manière régulière les associations d'usagers de l'eau. J'ai rencontré L'eau c'est la vie, j'ai rencontré l'association présidée par Germain Parent. Donc on discute, on essaie de trouver des solutions parce que tout le monde est conscient que, effectivement, les usagers ne refusent pas de payer la facture d'eau. Ils veulent simplement que la facture corresponde au volume réellement consommé. Évidemment, si on met de côté la notion de qualité. Et donc, partant de ça, il y a eu des échanges qui ont été, effectivement, on n'a pas toujours été d'accord, mais des échanges qui ont été nourris, qui ont été respectueux. Et donc, on a pu trouver ce consensus de dire, tout ce qu'on peut annuler, puisque nous, on n'aura pas le temps de les traiter, ça ne sert à rien de traîner dans les comptes du Grand Sud Caraïbes des factures avec, évidemment, des poursuites qui sont faites à l'encontre d'administrés, enfin d'abonnés, parfois des populations fragiles, d'autant plus que ces populations-là, ces abonnés-là, ont fait des demandes de réclamation et que nous sommes dans l'incapacité de traiter. Donc à un moment donné, il faut prendre une décision. Et la décision la plus sage, c'était d'annuler ces factures. Par contre, la contrepartie, c'est ce que j'invite les uns les autres, c'est de dire que voilà, depuis 2020, on a annulé 31 millions d'euros de factures d'eau. Donc on remet les comptes à zéro pour les personnes privées. Je demande à tout un chacun dorénavant de payer les factures d'eau qui leur arrivent sur la base des volumes réellement consommés, pour qu'on reparte dans un système plus vertueux. Alors, il y avait un deuxième point effectivement assez important, la création d'une société publique locale Grand Sud Caraïbes. Votre volonté, donc, à ce qu'on a pu comprendre, c'est d'essayer de développer tous les territoires économiquement, de créer des interconnexions entre tous ces territoires. Visiblement, les négociations ont été âpres, ça ne s'est pas passé... Non, alors c'est un projet qui a d'abord été porté par la ville de Bouillante, parce que Bouillante est un territoire touristique sur lequel on a un certain nombre de centres de profit. Nous avons un stationnement qui est payant. Nous sommes en discussion avec l'État depuis 2017 pour qu'on nous donne la gestion de l'espace maritime par rapport aux bateaux, aux plaisanciers qui viennent sur notre territoire, en y mettant des mouillages qui seront payants. Et donc, tous ces centres de profit nécessitent... Et la géothermie, il faudra qu'on en parle aussi. Oui, tout à l'heure, on en parle tout à l'heure. Et ces centres de profit nécessitent, en tout cas, pour que ça soit efficient, nécessite qu'on ait une gestion qui soit un peu plus souple qu'une gestion par une administration. Et donc Bouillante, depuis quelques mois, réfléchit à la création d'une société publique locale. Malheureusement, ce type de société, il faut 2 minimum pour pouvoir la créer. Et donc le maire de Bouillante a demandé au président du Grand Sud Caraïbes de lui permettre, en tout cas, au travers d'un pacte d'actionnariat, de créer cette société publique locale. Sauf que mes collègues ont dit ça pourrait les intéresser aussi de rentrer dans le capital de cette société publique, chose à laquelle... Mais si vous êtes à 11... Voilà, tout à fait, oui, bien sûr. Donc, chose pour laquelle, d'ailleurs, je ne suis absolument pas opposé. Donc, on a décidé de reporter l'affaire de manière à discuter avec les uns les autres pour savoir faire entrer les uns les autres, donc Cap-Esther et Trois-Rivières qui ont déjà manifesté leur intérêt. Après, il faudra cibler effectivement les actions... les locomotives de chaque territoire. Vous avez déjà ciblé les vôtres. Ce sera, les territoires évidemment, chaque territoire va donner les orientations, en tout cas les attentes par rapport à cette société. Mais j'ai pas d'inquiétude là-dessus parce que j'allais dire le développement, comme j'ai dit, du Grand Sud Caraïbes, c'est un développement. Chaque territoire a des potentialités pour se développer sans être en concurrence. Donc là-dessus, c'est vraiment pas un sujet, quoi. Alors, est-ce que Bouillante, effectivement, sera en tête pour électrifier tout le Grand Sud Caraïbes? Écoutez, j'allais dire la production énergétique, en tout cas la production de la géothermie bouillante. Elle est vouée à augmenter? En tout cas, elle n'a pas encore augmenté. En tout cas, elle est en voie d'être augmentée, puisqu'il y a des forages qui sont terminés. Donc, il est prévu d'ici à 2025 de doubler la capacité, en tout cas la puissance installée, donc ce qui est pas rien. Et puis, je crois, en tout cas, c'est pas je crois, je veux dire, c'est une réalité. La région de Guadeloupe a voté au mois d'octobre sa PPE, qui prévoit une augmentation pratiquement de doubler la capacité de notre territoire à partir des énergies géothermiques. Le sud Basse-Terre, on sait que c'est un bassin qui est très propice pour ça, donc il y a qu'à demander à ce qu'il y ait des opérateurs qui viennent sur ce champ-là de manière à atteindre cet objectif-là. Et tout le monde se demande, est-ce que ça rapporte à la ville? Est-ce que la centrale géothermique, en l'état, rapporte à la ville? Elle rapportait rien il y a encore 3 ans, puisque c'est un combat que mes prédécesseurs avaient mené depuis de très nombreuses années. Donc ça commence avec Philippe Cholette, suivi avec Robert Racco et enfin Jean-Claude Malo.
Et en 2020, on a pu obtenir une redevance que je considère en tout cas bien en deçà de ce qu'on pourrait prétendre, au regard, j'allais dire, des résultats de cette entreprise. En 2000, j'ai demandé à rentrer au capital de Géothermie Bouillante, parce que je considère aussi que Bouillante, c'est sous son territoire. Ça serait bien que Bouillante participe au capital. Je ne désespère pas, puisque pour le moment, on ne m'a pas... On ne vous a pas encore ouvert la porte. On ne m'a pas encore ouvert la porte, mais on ne m'a pas dit qu'elle était fermée. Donc comme je suis tenace... C'est un peu du politiquement correct. Techniquement, elle devrait être grande ouverte, la porte. Hein. Enfin, c'est pas si évident que ça, puisqu'on est quand même dans un état de droit. Je veux dire, c'est une entreprise privée. On parle de business. Voilà, exactement. Quand même qui est basé sur votre territoire. Tout à fait. Et c'est bien pour ça que j'entends ne pas lâcher l'affaire. Et donc, cette année encore, je tenterai une nouvelle tentative pour que Bouillante intègre le capital de Géothermie Bouillante, d'autant plus qu'il y a des projets d'évolution en perspective. En termes de transport, parce que développement économique c'est bien, mettre en clavier, bon, ça pénalise un peu tout le monde. Enfin, sur votre territoire, en termes Côte-sous-le-Vent, on va jusque dans le sud Basse-Terre, Côte-sous-le-Vent c'est compliqué. Donc est-ce qu'il y a des discussions on a commencé un travail en 2020 avec la nouvelle gouvernance, déjà de compléter les délégations de services publics, en tout cas pour ce qui concerne le transport urbain. La partie nord du Grand Sud Caraïbes, je parlais de communes de Bouillante, des habitants où il y avait une insuffisance de transport, donc on les a mis en place. Depuis quelques mois, on a renforcé la visibilité de notre réseau qui s'appelle Transsud, donc en mettant des affiches, en tout cas une couleur, une couvrine, pour un terme moderne, sur l'ensemble de nos bus. On a vu les totems aussi. Voilà, on a mis la billettique, ce qui permet d'apporter de la transparence, parce qu'avant, effectivement, les chauffeurs pouvaient demander n'importe quel tarif à l'usager. On a mis de l'information voyageur, donc sur place, à certains endroits sur le territoire, sur le réseau. Et puis surtout, on a déployé une application qui permet d'avoir en temps réel la situation et faciliter la mobilité sur notre territoire. Sur le plan maritime, nous avons souhaité en tout cas régulariser sur le plan administratif une situation de fait qui existait sur notre territoire, parce que les armateurs qui font le service entre Trois-Rivières et les Saintes n'avaient aucune autorisation administrative du Grand Sud Caraïbes, qui est l'autorité organisatrice de la mobilité. Donc on a lancé en fin d'année dernière un appel à manifestation d'intérêt pour leur dire, rentrer dans le champ, en tout cas juridique, pour qu'on facilite et qu'on encourage et favorise leur régularisation, ces choses faites. Et puis surtout, on a voulu développer une nouvelle offre de transport entre terre de haut et terre de bas. Parce qu'aujourd'hui, j'allais dire, quand vous êtes à terre de haut, pour aller à terre de bas, ça reste quand même un peu une petite expédition. Vous êtes obligé de partir le matin et vous revenez l'après-midi. Et c'est pas normal, on a à peine 10 minutes de trajet, on devrait avoir des transports, des navettes entre les deux. Et donc aujourd'hui, on a deux compagnies qui assurent en tout cas cette nouvelle offre, et on veut expérimenter une autre alternative entre terre de bas et Bouillante pour permettre, au travers d'un produit touristique en tout cas... Il ne faut pas vendre du rêve, parce que chaque fois on parle de ces liaisons, on parlait d'une liaison, je crois que c'était Morne-à-l'eau, Petit Canal qui devait toucher Sainte-Rose, on parle d'éponge, Petit Bourg-Jarry, enfin... En tout cas, en ce qui me concerne au Grand Sud Caraïbes, c'est pas du rêve, puisque l'expérimentation va être menée. Alors peut-être qu'elle aboutira au fait que c'est économiquement pas viable, mais en tout cas, elle va être menée. Pardon. Et je pense quand même qu'il y a un intérêt, puisque l'idée quand même, c'est de permettre d'avoir une autre porte d'entrée maritime, je parle, sur notre territoire. On a Trois-Rivières, on a Bouillante. On a le port de Basse-Terre sur lequel, évidemment, il nous appartient d'encourager et de développer la croisière, mais pas n'importe quelle croisière, plutôt une croisière haut de gamme, parce que c'est ce dont on a besoin pour notre territoire. On n'a pas besoin de flux de voyageurs qui viennent chez nous juste déambuler sur nos territoires. On a besoin de gens qui viennent pour connaître nos territoires et surtout qui sont en capacité de consommer et de faire vivre les activités économiques qui sont sur nos territoires. Merci beaucoup Thierry Abelli d'être venu sur ce plateau ce soir pour nous éclairer donc sur les nouveaux projets de la CASGC. Si vous aviez un message à passer à votre population. Écoutez, de croire en potentialité de notre territoire. Nous avons tout sous notre territoire. Il nous appartient en tout cas tous ensemble de nous mettre ensemble pour qu'on puisse construire ce territoire-là à partir de nos atouts, en synergie sans forcément rentrer en compétition les uns par rapport aux autres. Et je crois qu'il y a matière à faire. Merci beaucoup. Et maintenant, on fait un petit focus sur le Lab de France Travail, un outil de transformation de l'entité qui lui permet de développer de nouvelles solutions afin d'accompagner au mieux les demandeurs d'emploi. Et cette semaine, un accent tout particulier est mis sur les femmes. On fait le point avec Élise Mire, facilitatrice au Lab France Travail.
Nous sommes ici aujourd'hui pour animer une session lab qui se déroule dans le cadre des journées engagées, donc dans la semaine des droits de la femme, donc du 4 mars au 8 mars, organisée par France Travail, Guadeloupe et Île-du-Nord. Alors la commande aujourd'hui qui a été faite au lab, c'est de travailler donc avec plusieurs actrices plutôt, ce sont des femmes du territoire, pour faire avancer plusieurs thématiques de travail qui concernent l'accompagnement des femmes et quelles sont les pistes donc, de travail pour pouvoir accompagner d'une manière efficiente les femmes aujourd'hui en Guadeloupe. L'idée, c'est de pouvoir utiliser tout ce que nous vivons et tout ce que nous sommes pour pouvoir travailler et voir quels sont les points qui ont qui n'ont pas été efficients et efficaces pour permettre une fluidité, pour retrouver une vie professionnelle épanouie. C'est vraiment cet objectif-là. Donc beaucoup de personnes qui sont ici ont des expériences personnelles au dehors de leur casquette professionnelle, des expériences professionnelles pour pouvoir dire il s'est passé ça, voici ce qu'on aimerait qu'il soit amélioré. Qu'est-ce qu'on va être demain? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire demain? Comment impulser le changement? Pour pouvoir impulser ce changement, il faut justement être toutes ensemble, et je dirais tous, en tout cas ceux qui nous acceptent avec eux, et être tous ensemble pour faire émerger des solutions. Cette semaine, j'ai vu pléthore d'activités, de manifestations dans toutes sortes de domaines autour de la femme, avec des personnalités, pas que du monde public, des personnes lambda, et j'aime cette énergie-là, mais je l'observe là. Jusqu'à présent, j'avais l'impression que c'était une date. Et on se dit, on fête. C'était l'impression que j'avais. La femme, c'est la magie. Une magie, qui va vraiment planter plusieurs petites graines et qui va faire en sorte d'élever. Oui, d'élever le monde, exactement. D'élever le monde. Et on part maintenant pour la pose de la première pierre du Dugazon Sporting Club, un événement pour le tennis local qui manque cruellement d'infrastructures. Regardez. C'est une grande fierté de voir autant de monde déjà s'intéresser à notre projet. Tous nos partenaires sont présents, toutes les institutions étaient présentes, les membres. Donc c'est une grande fierté aussi de pouvoir faire aboutir déjà cette première étape et ensuite certainement la réalisation d'ici 2 ans. C'est une très bonne chose, la première pierre aujourd'hui, parce que ça fait un moment que j'attendais, 2024, et ça commence et c'est vraiment un très grand plaisir de voir ça. Énormément d'émotions. J'avais déjà pleuré quand on a changé d'éclairage. On est passé d'un éclairage ancien à un éclairage écologique et innovant. Et j'avais ma petite larme à l'œil. Et aujourd'hui, c'est pareil, ça me fait beaucoup d'émotions. Ça fait 14 ans que je suis arrivée ici en Guadeloupe. Je me suis vraiment pris d'affection pour ce club. Et puis, je suis passionnée. Je pense que de toute manière, il faut être passionné pour faire ça. Je passe ma vie au club. Voilà. Et puis, vraiment, un grand merci en tout cas au président, M. Bernard Deveau, au comité directeur qui m'entoure. Et surtout, parce que sinon, j'y arriverai pas, c'est grâce à cette équipe de jeunes que j'ai derrière moi et j'espère laisser un héritage avec eux. On voit bien qu'aujourd'hui, le tennis seul ne nourrit pas son homme. On voit bien que les clubs sont quasiment tous en perte de vitesse et la société a évolué. On voit bien que les enfants aussi ne souhaitent pas seulement toucher au tennis, mais souhaitent toucher un peu toutes les activités. Il faut les intéresser, il faut les retenir. Donc c'est pour ça qu'on a pris le parti d'être un club omnisport. Je trouve que c'est une très bonne décision puisque c'est un club quand même qui est aujourd'hui un club privé, l'un des rares clubs privés aujourd'hui. Et on montre notre volonté de partenariat avec la mairie, avec les institutions locales. Et puis je trouve qu'il se modernise et il sera l'un des plus beaux clubs de Guadeloupe. On aurait pu rester tennis club, mais le tennis aujourd'hui pour moi, il a vocation d'aller vers le futur, de s'ouvrir. Et nous, ce qu'on voulait, c'est pouvoir accueillir tous les publics et pouvoir faire du judo, de l'escrime, du surf, du paddle, du tennis. Et ce club omnisport, on est soutenu par la Fédération française de tennis toujours, mais on est aussi soutenu par la Fédération française des clubs omnisport à Paris, qui nous fait confiance. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille sur le sport en entreprise, il faut qu'on aille sur tous les dispositifs. Et cette structure qui se veut innovante, elle va être ouverte aussi 7 jours sur 7, de 6h30 à 22h. Ça va créer de l'emploi, c'est important. Et on se situe surtout à 100 mètres des écoles. Et c'est important. Pardon, excusez-moi. Et
Et afin d'inciter les élèves de l'école Ernest Palace à manger plus de fruits, la ville de Morne-à-l'Eau organise des récrés à fruits. À l'heure du goûter, pastèques, cannes et melons ont été distribués aux enfants. Le reportage. C'est une très bonne chose, d'autant plus qu'on a eu des personnes de la santé qui sont passées et qui ont fait une formation aux enfants sur le fait de bien manger pour éviter l'obésité. C'est dans ce plan-là et de ce fil conducteur-là que la mairie a mis en place la distribution des fruits pour que les enfants consomment plus local. En fait, ça peut aider les enfants qui n'ont pas de goûter et ça les aide à manger mieux que des snacks, etc. Ce que j'ai aimé, c'est avoir des fruits parce que ça peut aider ceux qui n'ont pas de goûter et ça essaye d'éviter l'obésité en Guadeloupe. Justement, au niveau de notre école, nous avons notre association UCEP et nous faisons beaucoup de sport. Et donc, ces activités sont liées. Et moi-même, j'ai passé mon CQP pour devenir animateur sportif en randonnée. Et donc, ça me permet d'avoir une meilleure pédagogie pour pouvoir permettre aux enfants de faire des randonnées, des activités sportives au sein de l'école, liées justement à la consommation de fruits. On a travaillé sur 2 fruits, la papaye et le fruit tapin. On a appris à faire des pancakes, on a appris leur culture et on a regardé leurs bienfaits. Et je pense que toutes les classes ont eu la même chose pour essayer de préserver les bons fruits. Oui, je connaissais déjà tous les fruits car la pastèque, c'est mon fruit préféré. Je connais aussi le melon, la canne à sucre aussi. Et je connaissais tous les fruits qui étaient là, en fait. Je pense que toutes les écoles devraient faire pareil parce que aujourd'hui, les petits Guadeloupéens, des fois, il y a ceux qui ne connaissent même pas une goyave ou ce que c'est qu'une canne. Donc, je pense que c'est important de les éduquer dans ce domaine-là parce que les maisons individuelles ont tendance à disparaître et on est tous dans des cités. Et des fois, les enfants ne connaissent pas tous les fruits de leur pays. Il faut mieux manger plus de fruits que de snacks parce que les fruits, c'est bon pour la santé. Et ça peut vous aider à garder une ligne et bien manger du coup. On est d'accord que toutes les écoles devraient faire ce type d'opération et tous les jours en fait. Mais bon. Retour maintenant sur ce tisier doux à Léonita Cellini, hier soir au Gosier. Et pour honorer cette gardienne de la gastronomie guadeloupéenne, le département a choisi le lycée des métiers et de l'hôtellerie. Regardez. Ce soir, c'était l'art, la gastronomie, l'art culinaire qui était à l'honneur. Et forcément, Léonita, qui pendant toute sa vie a œuvré en ce sens, c'est quelqu'un qui a été couronné. Il faut rappeler la marmite d'or, il faut rappeler le grand prix qu'elle a reçu en Espagne. Donc, ce qui veut dire au-delà de nos frontières, elle est connue. Donc, c'était nécessaire que nous puissions rendre cet hommage. Pour la cuisine, je suis issue d'une famille nombreuse. Mes parents, j'ai été élevée avec 8 frères et sœurs et ma mère, c'était une excellente cuisinière. Mais mes parents ont eu 13 enfants. Donc ma mère cuisinait tout le temps. Et puis mais moi, pour cuisiner, pour moi, c'était bien vieux monde, quoi. Je n'ai pas honte de le dire. Et quand je me suis retrouvée seule en Martinique, il fallait bien que je me jette à l'eau. Donc j'ai commencé à me former par des journaux. Il n'y avait pas autant de livres de cuisine comme maintenant. Par contre, il y avait une revue. Madame Anka Bertrand avait édité une revue qui s'appelait Parallèle. Et dans cette revue, il y avait des recettes de cuisine traditionnelles. Ma mère a un parcours remarquable, exemplaire. Ce grand ziédou, je ne vais pas dire un petit ziédou, ce grand ziédou éclaire son parcours. Ce n'est pas qu'une femme qui a œuvré dans la cuisine, même si c'est le domaine qu'elle a embrassé le plus, mais c'est une femme entrepreneuse déjà. C'est une vraie gestionnaire et donc tout son parcours a été mis en avant. Le vêtement que je porte, c'est elle qui l'a fait. Elle a des talents en informatique, en secrétariat, en communication. Mais c'est vrai que le bon Dieu lui a donné le don de bien cuisiner. Et qu'on a déjà essayé, elle me donne les mêmes ingrédients, elle donne les mêmes ingrédients à mon frère. On essaye de faire le même plat, mais c'est toujours son plat qui sera le meilleur. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.